Bonjour Philippe. Bonjour Clément. Les dernières enquêtes économiques auprès des entreprises et des ménages nous alertent. L'économie française montre des signes de fragilité sous l'effet des chocs extérieurs, tels que le conflit en Iran. Aujourd'hui, nous allons décrypter cette conjoncture. Quelle est la dynamique globale? Faut-il craindre une récession, une nouvelle inflation? Et quelle marge d'action s'offre au gouvernement face à ces défis budgétaires? Cher Philippe, merci de nous éclairer sur cette situation. Tout d'abord, quelle appréhension générale peut-on avoir quant à la dynamique de l'économie française? Il y a une vraie problématique qui est aujourd'hui posée sur l'économie française. L'évolution du PIB du premier trimestre a été révisée à la baisse par l'INSEE. Il y a une légère contraction sur les 3 premiers mois de l'année, avant même que les effets de la crise en Iran se fassent réellement sentir. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la croissance française en tendance est plutôt à 1% plus. Et on a du mal aujourd'hui à imaginer que la croissance de l'économie française puisse aller rapidement et durablement autour de 2%. Donc là, c'est ça la question qui est posée. Et une autre question qu'on doit évoquer, puisque on a le salon Choose France qui est mis en place, il y a beaucoup de start-up en France. Elles sont très nombreuses, probablement plus nombreuses que dans d'autres pays de la zone euro, mais ces start-up trouvent un intérêt à se développer ailleurs plutôt qu'en France. Donc on est une nation qui fabrique des start-up, mais qui ne fabrique pas de la croissance. C'est ça le vrai problème. Du côté des entreprises, quels sont les signaux, forts et faibles, à signaler? Alors commençons par les enquêtes qui ont été menées en avril et mai, qui sont les dernières, et on voit que les entreprises sont plutôt inquiètes, notamment dans les services. Le secteur de l'industrie fonctionne encore bien parce que chacun a envie de faire des stocks et donc la production reste robuste. Mais sur les services, sur la consommation, on voit que les signaux sont plutôt négatifs. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on a vu dans la publication des comptes trimestriels pour le premier trimestre, le taux de marge des entreprises a eu tendance à baisser de façon significative. Et puis, il y a toujours cette incertitude majeure entourant l'évolution de la conjoncture française, européenne et internationale, ce qui se traduit pour les entreprises par une grande prudence dans leurs projets d'investissement, dans la dynamique de l'emploi. On a vu au premier trimestre l'investissement ralentir, baisser même légèrement, et cette situation va se prolonger tant qu'on n'aura pas de signaux forts sur la résolution des différents conflits auxquels on peut avoir à faire face. C'est ça une des vraies problématiques parce que d'un seul coup, on prend du retard par rapport à une dynamique qu'on souhaiterait plus robuste. Quant aux ménages, comment encaissent-ils le choc? N'y a-t-il pas derrière tout cela une vraie question sur le pouvoir d'achat? Les ménages aussi sont très inquiets, c'est-à-dire qu'on le voit sur le premier trimestre aussi, toujours dans les comptes trimestriels de l'INSEE. Le taux d'épargne a légèrement augmenté par rapport à ce qu'on avait vu au dernier trimestre 2025 et il va encore probablement augmenter au deuxième trimestre. On voit que les ménages, dans l'enquête de l'INSEE par exemple, s'interrogent sur leur capacité à faire de gros achats. C'est un indicateur souvent regardé avec intérêt. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir épargner davantage. Donc on a une situation où on a le sentiment que les ménages sont, si vous me permettez l'expression, un peu à l'os. Ils ont un vrai problème de pouvoir d'achat, d'interrogation. Alors, sur cette question du pouvoir d'achat, il y a plusieurs éléments. Le premier est qu'effectivement, on a une compression des salaires. Le SMIC augmente de façon mécanique, mais les salaires qui sont au-dessus n'augmentent pas. Et donc, on a une compression très forte de l'échelle des salaires, avec une problématique qui est souvent évoquée, de smicardisation des emplois, parce qu'il n'y a pas d'augmentation supplémentaire pour les emplois qui ont un revenu un peu supérieur au SMIC. Et l'autre problématique est que, quand on regarde les données récentes, en moyenne, on a eu une augmentation des bas salaires plutôt en raison de la redistribution qu'en raison des salaires liés au travail. Donc il y a une vraie question qui est posée et avec en corollaire l'inquiétude qu'il y a
à faire de la productivité dans l'économie française, c'est-à-dire à travailler et à générer davantage de gains de productivité. Alors les gains de productivité, c'est faire de telle sorte que 1 plus 1, ça fasse un peu plus que 2. Et ça permet de payer des salaires supplémentaires ou travailler moins, etc. Et ça, aujourd'hui, dans l'économie française, on a beaucoup de mal à le faire. Ce qui fait que les salaires ont du mal à augmenter. Et donc la redistribution est plus forte, mais c'est pas incitatif pour le travail. Donc ça pose tout un tas de questions nouvelles qu'on n'avait pas par le passé. Finalement, doit-on craindre une récession? Est-ce que l'inflation va s'envoler comme en 2022? Sur l'activité, on a déjà un premier trimestre qui est légèrement négatif, moins 0,1%. Alors une récession, techniquement, c'est souvent appréhendé comme 2 trimestres de baisse du PIB. Au regard des enquêtes des mois d'avril et mai auprès des entreprises, auprès des ménages, on ne peut pas exclure que le chiffre du PIB du 2e trimestre soit lui aussi négatif. Donc on risque d'avoir effectivement une légère récession. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de drame, mais l'activité ne progresse pas. Ça veut dire que probablement la croissance de l'économie française en 2026 sera certainement en dessous de 0,5%. L'objectif était de 0,9. Donc on voit bien l'écart avec, on le verra plus tard, des conséquences budgétaires non négligeables. Du côté de l'inflation, on va rester sur un taux d'inflation un peu élevé, au-delà de la cible de la Banque Centrale Européenne à 2%. Il y a des effets d'énergie très forts, et puis il y a des effets de contagion qui vont se manifester progressivement sur les prix alimentaires. Le prix des engrais augmente très vite du fait de la fabrication de ces engrais dans les pays producteurs de pétrole, parce que c'est très dépendant de la production de gaz. Les prix des biens augmentent parce que les prix des transports maritimes, le prix des assurances, le prix des containers augmentent, donc on va avoir un petit effet. Et puis il y a un autre aspect, plus dans la durée, lié au fait que chacun veut produire plus localement, et donc il va falloir produire plus en Europe qu'en Asie pour certains biens, et ça va coûter un petit peu plus cher. Donc on doit imaginer que le taux d'inflation sera probablement un petit peu plus élevé dans la durée qu'il ne l'était avant la pandémie. Merci Philippe. Dans ce contexte, que peut faire le gouvernement? Quelles sont ses marges pour intervenir? Peut-il compenser la hausse du prix de l'essence sans prendre le risque d'une forte dérive fiscale et budgétaire? Il y a 2 questions autour de cela. Il y a la question du déficit public, attendu à 5% du PIB en 2026. Compte tenu du ralentissement de l'activité, il sera probablement un peu plus élevé que ce 5%. Donc ça limite les marges de manœuvre pour ce gouvernement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les mesures qui ont été prises sont des mesures ciblées. En 2022, tout ce qui avait été pris au moment de la hausse des prix de l'énergie était pour tout le monde. Là, les mesures sont ciblées et donc probablement plus efficaces et plus économes que celles qu'on avait eues en 2022. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est qu'on est dans une situation budgétaire complexe. On a une dette publique qui est très élevée. Si on a le souhait de stabiliser la dette publique, il faut réduire le déficit public de façon significative. Il faudrait réussir à le réduire d'environ 150 milliards d'euros. Et donc, c'est quelque chose de significatif. La question est de savoir en combien de temps on va pouvoir le faire, et on voudra le faire. La question majeure aujourd'hui, c'est qu'il y a 2026, donc ça va être compliqué sur le plan budgétaire. La dette publique va probablement encore augmenter. Mais en 2027, on a des élections présidentielles. Donc le budget qui sera voté pour 2027 va être complexe. Il y aura certainement une loi de finances rectificative en juin 2027 parce que le nouveau président et sa majorité voudront autre chose. Et donc on aura de réels objectifs budgétaires qu'en 2028. C'est long tout ça et ça risque de peser à la fois sur la croissance et sur la façon dont les investisseurs perçoivent l'économie française et notamment ça pourrait s'observer sur la dynamique des taux d'intérêt. Le FMI indiquait récemment que la France devait à tout prix réduire ses dépenses justement. Est-ce le prix à payer de longues années de hausse de dépenses financées par une augmentation de la dette publique? Quand on regarde le déficit public,
on s'aperçoit qu'on a un taux de prélèvement très élevé, on a un taux de dépenses très élevé, parmi les plus élevés dans le monde. Et donc la question qui est posée et que pose le FMI est de se dire si on veut effectivement réajuster ce déficit pour que l'évolution de la dette publique soit soutenable, est-ce qu'il faut augmenter les prélèvements ou est-ce qu'il faut réduire les dépenses? Le choix qui est fait par le FMI est de dire qu'il faut réduire les dépenses et c'est probablement sur ce créneau-là que les choses doivent s'opérer parce qu'on a vu sur les dernières années que ce sont les dépenses qui ont augmenté assez sensiblement, notamment les dépenses sociales. Donc il va falloir réajuster la question de retraite, la question des dépenses de santé, etc. Il va falloir réfléchir à cette question. Alors, bien sûr, on pourrait augmenter les prélèvements, se dire c'est une bonne idée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les entreprises, les start-up se développent en France, mais grandissent ailleurs. Est-ce que c'est une bonne solution pour générer de la croissance à long terme? Sûrement pas. Et souvent, quand on lit les explications qui sont associées à ces départs, c'est que c'est plus simple ailleurs et moins coûteux. Donc là, il y a une vraie question qui est posée et augmenter les prélèvements n'est certainement pas la bonne solution aujourd'hui. Donc il faut effectivement réfléchir à la façon dont on pourrait réduire les dépenses dans la durée pour redonner au secteur privé une capacité à croître et à développer à la fois l'activité et l'emploi dans la durée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a nommé 4 économistes pour caler le profil du budget pour les prochaines années. Le rapport doit être publié début juillet. Au-delà des sages recommandations, peut-on anticiper un budget responsable pour 2027, sachant qu'après l'élection présidentielle, il y aura forcément une loi de finances rectificative, comme tu le pointais. Faut-il être inquiet ? Alors, la mission de ces 4 économistes va être intéressante, parce que dans les réflexions qu'il y a sur le budget en France, il y a l'idée de mettre une institution qui regarde le budget de façon très directe et très brutale, si je puis dire, pour limiter les dérives budgétaires telles qu'on a pu les observer ces dernières années. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si c'est l'embryon d'un mode de régulation budgétaire externe, c'est plutôt intéressant. Le travail va être compliqué pour eux parce qu'effectivement, ils vont donner des recommandations qui n'impliqueront pas le prochain gouvernement et le prochain président. Mais c'est une réflexion qui sera forcément pertinente puisque les 4 économistes qui ont été nommés sont plutôt de très bon niveau. Donc ça va être intéressant. Et c'est peut-être pour la première fois qu'on aura un rapport clair, argumenté sur la dynamique du budget et des finances publiques françaises, avec, et c'est à nous, économistes, de relayer ce point, de faire de cette discussion et de ce rapport un élément public pour que ça devienne un sujet de société et qu'on se pose tous la question de qu'est-ce qu'on doit faire sur les finances publiques et pas laisser ça simplement aux gens de Bercy. De ce point de vue-là, ça me paraît être extrêmement intéressant et un changement important pour appréhender la dynamique des finances publiques en France. Merci Philippe pour ces éclaircissements et à bientôt pour un nouveau Point Éco. À bientôt Clément.